Ce soir, nous allons explorer la chose la plus violente qui puisse exister dans l'univers. Pas une supernova, pas une collision de trous noirs, quelque chose de bien plus extrême, un sursaut gamma. En moins d'une minute, un seul sursaut gamma peut libérer plus d'énergie que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Mais voici ce à quoi la plupart des gens ne pensent jamais. Cette énergie ne disparaît pas simplement dans le vide. Elle fait quelque chose à l'espace qui l'entoure. Elle déchire les atomes. Elle surchauffe le gaz à des milliards de degrés. Elle propulse des ondes de choc qui voyagent pendant des années-lumière, remodelant tout ce qu'elle touche. Et le plus terrifiant, c'est que presque toute cette destruction est concentrée dans un faisceau si étroit que si vous vous trouvez sur sa trajectoire, rien ne peut vous sauver. Avant d'aller plus loin, si ce genre d'exploration profonde vous fascine, un petit like ou un abonnement aide vraiment la chaîne à grandir. C'est une petite chose pour vous, mais cela fait une énorme différence pour moi. Maintenant, commençons. Partons de quelque chose qui pourrait sembler sans rapport, mais qui va tout rendre clair. Vous savez à quoi ressemble une explosion. Vous avez vu des feux d'artifice. Vous avez vu des images d'éruptions volcaniques. Peut-être avez-vous regardé une démolition contrôlée faire tomber un immeuble dans un nuage de poussière et de bruit. Dans tous ces cas, l'énergie se propage vers l'extérieur dans toutes les directions. Elle rayonne depuis un point central, comme des ondes à la surface d'un étang. Le souffle monte, descend, va à gauche, à droite, vers l'avant, vers l'arrière. Il ne choisit pas de direction. Il se dilate, simplement. C'est aussi ainsi que la plupart des gens imaginent les explosions cosmiques. Une étoile explose. L'énergie va partout. L'espace devient un peu plus lumineux pendant un moment. Puis, tout se calme. Cette image mentale convient pour les explosions ordinaires. Elle fonctionne même raisonnablement bien pour les supernovas, qui sont des événements véritablement puissants au cours desquels une étoile massive se déchire à la fin de sa vie. Une supernova libère une quantité d'énergie extraordinaire, à peu près l'équivalent de ce que notre Soleil produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années, comprimé en quelques semaines d'éclat. C'est impressionnant. C'est véritablement puissant. Mais un sursaut gamma, c'est autre chose. Un sursaut gamma ne se contente pas de libérer de l'énergie. Il la focalise. Il prend une quantité d'énergie stupéfiante, plus qu'une supernova n'en produit, et au lieu de la pulvériser uniformément dans toutes les directions, il la concentre presque entièrement dans deux faisceaux incroyablement étroits qui jaillissent dans des directions opposées à une vitesse proche de celle de la lumière. Cette distinction entre étaler l'énergie partout et la focaliser dans un faisceau est la chose la plus importante à comprendre au sujet des sursauts gamma. C'est ce qui en fait les événements les plus violents de l'univers connu. C'est ce qui leur permet de surpasser en éclat des galaxies entières contenant des centaines de milliards d'étoiles pendant de brefs instants. Et c'est ce qui rend leurs effets sur l'espace environnant si extrêmes, si catastrophiques et si différents de tout ce que l'on connaît en astrophysique. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous devons commencer par le début. Nous devons comprendre ce qui produit réellement un sursaut gamma. Et cela signifie que nous devons parler de la façon dont certaines étoiles meurent. Toutes les étoiles ne meurent pas de la même manière. Les petites étoiles, comme notre Soleil, finiront par gonfler en géantes rouges, perdre leurs couches externes et laisser derrière elles un cœur dense appelé naine blanche.
C'est une mort tranquille à l'échelle cosmique. Pas d'explosion, pas de drame, juste un lent refroidissement sur des milliers de milliards d'années. Mais les étoiles massives, celles qui font au moins 8 fois la masse du Soleil, et souvent bien plus, meurent violemment. Ces étoiles consument leur combustible nucléaire bien plus rapidement que les petites étoiles. Notre Soleil brûle de l'hydrogène depuis environ 4 milliards et demi d'années et continuera pendant 5 milliards d'années encore. Une étoile de 25 fois la masse du Soleil peut épuiser son combustible en seulement quelques millions d'années. Lorsqu'une étoile massive épuise son combustible, quelque chose de catastrophique se produit. Tout au long de sa vie, l'étoile a été soutenue par l'énergie produite dans son cœur. La fusion nucléaire génère une pression vers l'extérieur qui équilibre l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur. C'est un équilibre délicat. La gravité tire vers l'intérieur. La fusion pousse vers l'extérieur. Tant que ces deux forces s'équilibrent, l'étoile reste stable. Mais lorsque le combustible s'épuise, la pression vers l'extérieur disparaît. Et la gravité, qui attendait patiemment depuis des millions d'années, l'emporte. Le cœur s'effondre, pas lentement, pas progressivement. Il s'effondre à une fraction significative de la vitesse de la lumière. En moins d'une seconde, le cœur interne de l'étoile, une région à peu près de la taille de la Terre, contenant plus de masse que notre Soleil entier, s'écrase pour former une sphère d'environ 12 km de diamètre. 12 km. C'est plus petit qu'une ville. Toute cette masse, plus que la masse du Soleil, comprimée en quelque chose que vous pourriez traverser en 15 minutes sur une autoroute. La densité est si extrême qu'une cuillère à café de cette matière pèserait environ 6 milliards de tonnes sur Terre. C'est une étoile à neutrons. Les protons et les électrons du cœur ont été écrasés ensemble avec une telle force qu'ils fusionnent en neutrons. Le cœur entier devient un seul noyau atomique gigantesque. Pour la plupart des étoiles massives, cet effondrement déclenche une supernova. Les couches externes qui s'effondrent rebondissent sur l'étoile à neutrons nouvellement formée et sont soufflées vers l'extérieur dans une explosion formidable. L'énergie rayonne dans toutes les directions. L'étoile brille brièvement aussi intensément qu'une galaxie entière. Les éléments lourds forgés dans l'explosion sont dispersés dans l'espace, devenant finalement partie de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes et potentiellement d'une nouvelle vie. C'est cela, une supernova. C'est puissant, c'est important. Mais ce n'est pas un sursaut gamma. Un sursaut gamma exige quelque chose de plus extrême. Il existe deux voies principales, et elles produisent deux types différents de sursauts. Comprendre les deux est crucial, car la physique de la formation des jets est similaire dans chaque cas, mais les circonstances sont différentes. La première voie implique les étoiles les plus massives imaginables. Des étoiles d'environ 25 à 40 fois la masse du Soleil, voire plus selon leur composition. Lorsqu'une de ces géantes stellaires meurt, le cœur ne s'effondre pas simplement en étoile à neutrons. Le cœur est si massif que même la pression de dégénérescence des neutrons, cette force quantique qui soutient les étoiles à neutrons, ne peut pas le supporter. Le cœur continue de s'effondrer au-delà du stade d'étoile à neutrons et forme un trou noir. On appelle cela un collapsar. Le cœur d'une étoile massive mourante s'effondre directement en trou noir pendant que les couches externes de l'étoile tombent encore vers l'intérieur.
voici où les choses deviennent extraordinaires. Les couches externes de l'étoile ne tombent pas simplement dans le trou noir. Elles ne le peuvent pas. Il y a trop de matière qui essaie de traverser un espace trop petit. La matière en chute possède un moment angulaire, ce qui signifie qu'elle tourne. En tombant vers l'intérieur, elle spirale autour du trou noir nouvellement formé et forme un disque d'accrétion. Un disque d'accrétion est essentiellement un disque tourbillonnant de matière surchauffée qui spirale vers l'intérieur, vers le trou noir comme de l'eau qui spirale dans un siphon, mais à des vitesses proches de celles de la lumière et à des températures de milliards de degrés. Ce disque d'accrétion est l'endroit où la magie opère. La physique de ce qui se passe dans et autour de ce disque est extraordinairement complexe, impliquant des champs magnétiques, une gravité extrême, des vitesses relativistes et des effets quantiques. Mais le résultat clé est le suivant. Le disque d'accrétion et le trou noir agissent ensemble comme un moteur. Un moteur qui convertit l'énergie gravitationnelle et l'énergie de rotation en deux faisceaux focalisés de matière et de rayonnement qui jaillissent vers l'extérieur le long de l'axe de rotation du trou noir. Ce sont les jets, et ils sont uniques dans la nature. La température dans le disque d'accrétion atteint des niveaux presque inimaginables. Près du trou noir, là où la matière spirale le plus vite et se comprime le plus fortement, on parle de températures de l'ordre du milliard de degrés. À ces énergies, la matière ne ressemble plus à rien de ce que nous connaissons. Ce n'est pas un gaz, ce n'est pas un plasma ordinaire. C'est un plasma relativiste, où les particules se déplacent si vite que la physique newtonienne ne s'applique plus. Les collisions entre particules produisent des paires électrons-positrons à partir du vide. Des neutrinos s'échappent par milliards de milliards et des champs magnétiques de plusieurs milliers de milliards de Gauss sont générés. Pour comparaison, le champ magnétique à la surface d'un aimant de réfrigérateur est d'environ 100 Gauss. Le champ magnétique dans les régions les plus intenses d'un disque d'accrétion de sursaut gamma est plus de 100 milliards de fois plus fort. Ce sont parmi les conditions les plus extrêmes qui existent dans l'univers actuel, surpassées seulement par celles qui régnaient dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. Les jets sont lancés le long des pôles du trou noir, perpendiculairement au disque d'accrétion. Ils sont alimentés par une combinaison de forces. De puissants champs magnétiques qui traversent le disque d'accrétion sont enroulés et tordus par la rotation du disque et du trou noir lui-même. Ces champs magnétiques torsadés agissent comme une tuyère, canalisant l'énergie et la matière dans des colonnes étroites qui jaillissent vers l'extérieur à des vitesses extraordinaires. La matière dans ces jets est accélérée à ce que les physiciens appellent des vitesses ultra-relativistes. Nous parlons de 99,99% de la vitesse de la lumière ou plus. À ces vitesses, la physique de la relativité restreinte devient dominante. La dilatation du temps, la contraction des longueurs et le beaming relativiste jouent tous des rôles critiques. Les jets ne sont pas larges, ils sont incroyablement étroits. Un jet de sursaut gamma typique a un angle d'ouverture de seulement quelques degrés. Certains sont aussi étroits qu'1 ou 2 degrés. Pour mettre cela en perspective, si vous teniez votre main à bout de bras, le jet serait plus étroit que votre petit doigt. C'est la largeur d'un faisceau qui transporte plus d'énergie que notre Soleil n'en produira jamais. Cette étroitesse est absolument critique. Si un sursaut gamma libérait son énergie uniformément dans toutes les directions comme une supernova,
l'énergie par unité de surface à une distance donnée serait étalée sur une sphère entière. Mais parce que l'énergie est concentrée dans un jet couvrant peut-être 1% ou moins du ciel vu depuis la source, l'énergie par unité de surface à l'intérieur de ce jet est des centaines, voire des milliers de fois plus intense qu'elle ne le serait si la même énergie totale était étalée uniformément. Pensez-y de cette manière. Imaginez que vous avez un tuyau d'arrosage avec un embout pulvérisateur. Si vous réglez l'embout sur une brume large, l'eau se répand et couvre une grande surface, mais chaque endroit ne reçoit qu'un léger saupoudrage. Maintenant, resserrez l'embout pour obtenir un jet étroit. La quantité totale d'eau sortant du tuyau n'a pas changé, mais la force frappant chaque point sur la trajectoire du jet est énormément plus grande. C'est essentiellement ce qu'un jet de sursaut gamma fait avec l'énergie. Même production totale, mais focalisée dans un faisceau incroyablement étroit, rendant l'intensité à l'intérieur de ce faisceau catastrophiquement puissante. Il y a ici une subtilité que la plupart des descriptions populaires manquent. Le jet n'apparaît pas simplement par magie dans l'espace ouvert. Il doit se frayer un chemin pour sortir de l'étoile. Souvenez-vous, tout cela se passe à l'intérieur d'une étoile massive. Le cœur s'est effondré en trou noir. Le disque d'accrétion s'est formé et les jets ont été lancés, mais les couches externes de l'étoile sont toujours là. Des milliers de kilomètres de matière stellaire, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, entourent le cœur. Le jet doit percer toute cette matière pour s'échapper. Ce processus prend du temps, généralement entre 5 et 30 secondes, selon la taille de l'étoile. Le jet perce essentiellement un canal à travers l'intérieur de l'étoile, chauffant et écartant la matière stellaire sur son passage. Ce faisant, il forme une structure appelée cocon. C'est une gaine chaude et pressurisée de matière entourant le canal du jet. Lorsque le jet finit par percer la surface de l'étoile et émerge dans l'espace, le sursaut gamma commence. Le processus entier, depuis l'effondrement du cœur jusqu'à l'émergence du jet, peut prendre moins d'une minute. Mais pendant cette minute, le jet a foré à travers une étoile entière et a émergé en transportant une quantité d'énergie presque incompréhensible. C'est le mécanisme à l'origine des sursauts gamma longs. On les appelle longs parce que le sursaut de rayons gamma dure généralement plus de 2 secondes, généralement entre 10 secondes et plusieurs minutes. La durée reflète le temps pendant lequel le moteur central, le disque d'accrétion alimentant le trou noir, reste actif. Tant que la matière stellaire continue de tomber dans le disque, les jets continuent de tirer. Mais il existe un autre type de sursaut gamma. Les sursauts gamma courts. Ceux-ci durent moins de 2 secondes, parfois seulement une fraction de seconde. Et ils proviennent d'une source complètement différente. Les sursauts gamma courts sont produits par la fusion de 2 étoiles à neutrons, ou dans certains cas, d'une étoile à neutrons fusionnant avec un trou noir. Les étoiles à neutrons sont les résidus ultra-denses des supernovas, des objets contenant plus de masse que le Soleil tassé dans une sphère d'environ 12 km de diamètre. Parfois, 2 étoiles à neutrons se retrouvent en orbite l'une autour de l'autre. Cela peut se produire lorsque 2 étoiles massives dans un système binaire meurent toutes deux en supernova, chacune laissant derrière elle une étoile à neutrons. Si le système binaire survit aux 2 explosions, les 2 étoiles à neutrons continuent de s'orbiter mutuellement. Mais l'orbite n'est pas stable pour toujours. Les 2 étoiles à neutrons
perdent de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Ce sont des ondulations de l'espace-temps prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein et détectées directement pour la première fois en 2015. À mesure que les étoiles à neutrons émettent des ondes gravitationnelles, elles perdent de l'énergie orbitale. Elles spiralent de plus en plus près l'une de l'autre. Ce processus est lent au début. Deux étoiles à neutrons peuvent s'orbiter pendant des centaines de millions d'années, perdant progressivement de l'énergie. Mais à mesure qu'elles se rapprochent, la perte d'énergie s'accélère. La spirale s'accélère. Dans les dernières secondes, les deux étoiles à neutrons tournent l'une autour de l'autre des centaines de fois par seconde, s'approchant de la vitesse de la lumière. Les ondes gravitationnelles deviennent intenses. L'espace-temps lui-même tremble. Et puis, elles entrent en collision. Deux objets, chacun plus massif que le Soleil, chacun plus petit qu'une ville, s'écrasent l'un contre l'autre à une fraction significative de la vitesse de la lumière. La collision est violente au-delà de toute description. Dans les premières millisecondes, les forces de marée arrachent de la matière aux deux étoiles à neutrons. Une partie de cette matière est projetée vers l'extérieur. Le reste forme un disque tournant rapidement de matière ultra dense autour de l'objet fusionné, qui est soit une étoile à neutrons plus massive, soit un trou noir, selon la masse totale impliquée. Tout comme dans le scénario du collapsar, ce disque d'accrétion et cet objet central lancent des jets. Des jets relativistes qui jaillissent vers l'extérieur le long de l'axe de rotation. Ces jets ont une durée de vie plus courte, parce que le disque d'accrétion est plus petit et se vide plus rapidement. Le moteur central fonctionne pendant seulement une fraction de seconde à quelques secondes. Mais pendant ce bref moment, il produit un énorme sursaut de rayons gamma. En 2017, les astronomes ont été témoins de quelque chose d'inédit. Ils ont détecté des ondes gravitationnelles provenant d'une fusion d'étoiles à neutrons, un événement appelé GW 170817, et ont simultanément détecté un sursaut gamma court provenant de la même source. C'était la première confirmation directe que les sursauts gamma courts proviennent de fusions d'étoiles à neutrons. L'équipe Virgo, collaboration européenne à laquelle participent le CNRS et l'Observatoire européen gravitationnel installé près de Pise, a joué un rôle direct dans cette détection historique aux côtés des détecteurs LIGO américains. La découverte a confirmé des décennies de prédictions théoriques et ouvert une nouvelle ère en astronomie. Donc, pour résumer les deux voies, les sursauts gamma longs proviennent de l'effondrement d'étoiles très massives, dont les cœurs forment des trous noirs. Les sursauts gamma courts proviennent de la fusion de deux étoiles à neutrons, ou d'une étoile à neutrons et d'un trou noir. Dans les deux cas, le mécanisme clé est le même. Un disque d'accrétion en rotation rapide autour d'un objet compact, soit un trou noir nouvellement formé, soit une étoile à neutrons hypermassive, lance des jets ultra-relativistes le long de l'axe de rotation. Maintenant, parlons de l'énergie impliquée. Un sursaut gamma long typique libère environ 10 puissance 44 joules d'énergie sous forme de rayons gamma seulement. Ce nombre est presque dépourvu de sens isolément. Donc, remettons-le dans son contexte. Notre Soleil produit environ 3,8 fois 10 puissance 26 joules d'énergie chaque seconde. C'est sa luminosité, sa puissance totale. Si vous additionnez toute l'énergie que le Soleil produira
pendant toute sa vie d'environ 10 milliards d'années, vous obtenez environ 10 puissance 44 joules. Un seul sursaut gamma long libère une énergie comparable à tout ce que le Soleil produira pendant toute sa vie. Mais il le fait en quelques secondes, pas en milliards d'années. Quelques secondes. Pendant ces quelques secondes, un sursaut gamma peut surpasser en éclat la production totale observable de toutes les étoiles de sa galaxie haute combinée. Pendant un bref instant, cette étoile mourante unique ou cette paire d'étoiles à neutrons en fusion produit plus de lumière que des centaines de milliards d'autres étoiles réunies. Mais attendez, souvenez-vous du jet. Cette énergie n'est pas rayonnée également dans toutes les directions. Elle est concentrée dans un faisceau étroit. Si vous regardez droit dans le canon de ce faisceau, la luminosité apparente est encore plus extrême. En raison d'un effet appelé beaming relativiste, le rayonnement provenant d'un jet se déplaçant vers vous à une vitesse proche de celle de la lumière semble énormément amplifié. Les photons sont boostés en énergie et compressés dans le temps. Un observateur sur la trajectoire du jet voit quelque chose de bien plus brillant et énergétique que ce que suggérerait l'énergie totale si elle était étalée uniformément. C'est pourquoi les sursauts gamma étaient si déroutants lorsqu'ils ont été détectés pour la première fois. Dans les années 1960, des satellites militaires américains appelés satellites Vela, conçus pour surveiller les essais secrets d'armes nucléaires dans l'espace, ont commencé à détecter de mystérieux flashs de rayonnement gamma provenant de l'espace profond. Ces flashs ne correspondaient à aucune source connue. Ils ne venaient pas du Soleil, ni de la Terre, ni d'aucun essai nucléaire. Ils provenaient de directions aléatoires dans le ciel, apparaissant sans avertissement et disparaissant en quelques secondes ou minutes. Pendant des décennies, les astronomes ont débattu de ce que cela pouvait être. Le débat a finalement été tranché à la fin des années 1990, lorsque les astronomes ont réussi à identifier les rémanences des sursauts gamma. Ces rémanences ont permis aux astronomes de mesurer les distances aux sursauts. Et les distances étaient cosmologiques. Les sursauts gamma venaient de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Cela signifiait que l'énergie requise pour produire la luminosité observée était presque impensable. Pendant une brève période, certains astronomes pensaient que les sursauts gamma devaient libérer une énergie équivalente à la conversion de la masse entière d'une étoile en énergie pure selon l'équation E égale mc carré d'Einstein. Mais ensuite, le modèle du jet a été développé. Les astronomes ont réalisé que si l'énergie n'était pas émise dans toutes les directions, mais au contraire focalisée dans un faisceau étroit, l'énergie totale requise était bien moindre. Toujours énorme, toujours plus qu'une supernova, mais pas tout à fait aussi extrême que les estimations initiales. Le modèle du jet a résolu la crise énergétique. Cela nous amène à un point crucial. Les sursauts gamma ne sont pas les événements les plus énergétiques de l'univers en termes d'énergie totale libérée. Une supernova libère en réalité plus d'énergie totale si vous comptez toutes les formes, y compris les neutrinos, qui emportent environ 99% de l'énergie d'une supernova. L'énergie totale d'une supernova par effondrement de cœur, neutrinos inclus, est d'environ 3 fois 10 puissance 46 joules. C'est plus que l'énergie totale d'un sursaut gamma. Mais voici la différence. L'énergie de la supernova va dans toutes les directions et principalement sous forme de neutrinos.
qui interagissent à peine avec quoi que ce soit. Le sursaut gamma concentre son énergie dans un faisceau électromagnétique, des photons gamma, et ces photons interagissent puissamment avec la matière. Ils ionisent les atomes. Ils arrachent les électrons au noyau. Ils chauffent le gaz à des températures extraordinaires. L'énergie du sursaut gamma est délivrée sous la forme la plus destructrice possible, sous forme de rayonnement électromagnétique, focalisé se déplaçant à la vitesse de la lumière. C'est la distinction fondamentale entre un sursaut gamma et toute autre explosion cosmique. Il ne s'agit pas seulement de la quantité d'énergie libérée, il s'agit de la façon dont cette énergie est délivrée. Une supernova, c'est comme une bombe qui explose dans une pièce. L'énergie va partout. Tout ce qui est à proximité est endommagé. Mais l'énergie se dilue avec la distance. Un sursaut gamma, c'est comme un laser. L'énergie va dans une seule direction, et dans cette direction, l'intensité est dévastatrice à des distances qui seraient complètement sûres face à une supernova. Imaginez deux explosions, chacune libérant exactement la même quantité d'énergie totale. La première explosion est une bombe. Elle détonne et envoie son énergie uniformément dans toutes les directions. À une distance d'1,5 km, l'énergie est étalée sur une sphère d'environ 30 km² de surface. À 15 km, l'énergie est étalée sur une sphère d'environ 3200 km². L'énergie par kilomètre carré a chuté d'un facteur 100. Maintenant, imaginez que la deuxième explosion concentre toute son énergie dans un faisceau qui couvre seulement 1% du ciel. À 1,5 km, au lieu de s'étaler sur 30 km², l'énergie frappe une surface d'environ 1/3 de kilomètre carré. Cette même énergie totale est maintenant concentrée dans une surface environ 100 fois plus petite. L'intensité est 100 fois plus grande. C'est ce que fait un sursaut gamma. Sauf que le facteur de focalisation n'est pas de 100. Il est plutôt de l'ordre de 1000, voire de 10 000. C'est pourquoi un sursaut gamma peut être dangereux à des distances de milliers d'années-lumière, alors qu'une supernova n'est dangereuse qu'à quelques dizaines d'années-lumière. Le jet est ce qui rend un sursaut gamma uniquement destructeur. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Ce que fait réellement ce faisceau lorsqu'il frappe quelque chose. Ce qui arrive au gaz, à la poussière, aux atomes, au système stellaire entier lorsqu'il se retrouve sur la trajectoire d'un jet relativiste transportant l'énergie de 10 milliards de soleils comprimés dans un faisceau plus étroit que votre doigt tenu à bout de bras. La réponse implique une physique poussée à ses extrêmes absolus. Des températures mesurées en milliards de degrés. Des ondes de choc se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Un rayonnement si intense qu'il ne se contente pas de chauffer la matière. Il déchire les atomes et réécrit la chimie de tout ce qu'il touche sur des années-lumière dans toutes les directions. Le jet a percé l'étoile mourante et s'est libéré dans l'espace ouvert. Il se déplace à 99,99% de la vitesse de la lumière. Il transporte une énergie équivalente à ce que 10 milliards de soleils produisent, comprimés dans un faisceau de seulement quelques degrés de large. Et maintenant, il s'écrase contre l'univers qui l'entoure. Mais avant de suivre le jet dans l'espace interstellaire, nous devons comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'étoile elle-même. Parce que le jet n'apparaît pas simplement à l'extérieur de l'étoile. Il est né profondément dans le cœur,
juste à côté du trou noir nouvellement formé et de son disque d'accrétion. Et dès le moment où il est lancé, il se bat. Il se bat contre le poids d'une étoile entière qui l'écrase. Imaginez la situation. Le cœur de l'étoile vient de s'effondrer. Un trou noir s'est formé. Le disque d'accrétion tourbillonne autour de lui à une vitesse proche de celle de la lumière. Et maintenant, deux jets éclatent des pôles du trou noir, fusant vers le haut et vers le bas à travers l'intérieur de l'étoile. Mais l'étoile est énorme. Une étoile massive qui produit un sursaut gamma peut avoir un rayon de plusieurs millions de kilomètres. Les jets doivent traverser toute cette distance, en perçant couche après couche de matière stellaire. Hydrogène, hélium, carbone, oxygène, tous les éléments que l'étoile a fusionnés au cours de sa vie, empilés en coquilles concentriques, comme les couches d'un oignon. Ce processus est violent et chaotique. Le jet ne coupe pas à travers l'étoile comme un couteau dans du beurre. C'est plutôt comme une lance à incendie qui perce un mur de sable compacté. Le jet pousse la matière stellaire sur les côtés, la chauffant à des températures extraordinaires au fur et à mesure. La matière qui est poussée latéralement forme le cocon. À mesure que le jet s'enfonce plus profondément, le cocon grandit et devient plus chaud, se gonflant comme un ballon à l'intérieur de l'étoile et poussant vers l'extérieur contre les couches stellaires environnantes. Le cocon aide en réalité le jet. À mesure qu'il se gonfle, il pousse la matière stellaire hors de la trajectoire du jet, dégageant un canal qui facilite l'avancée du jet. En même temps, le cocon confine le jet, l'empêchant de trop s'étaler. Cette interaction est incroyablement complexe. Les simulations informatiques de la propagation des jets à travers les étoiles massives nécessitent certains des supercalculateurs les plus puissants au monde. Des équipes françaises de l'Institut d'astrophysique de Paris et du laboratoire AIM au CEA Saclay contribuent à ces modélisations avec des moyens de calcul nationaux. Le jet met entre 5 et 30 secondes à traverser l'étoile. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais rappelez-vous que le jet se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière. Le fait qu'il faille des secondes pour traverser l'étoile vous dit quelque chose sur la résistance qu'il rencontre. Pour mettre cette résistance en perspective, considérez qu'un jet se déplaçant à 99,9% de la vitesse de la lumière parcourrait la distance Terre-Lune en environ 1 seconde. Il traverserait le système solaire en quelques heures. Et pourtant, il lui faut parfois 30 secondes pour traverser une seule étoile. C'est parce que la matière stellaire dans les couches externes d'une étoile massive, bien que beaucoup moins dense que celle du cœur, est toujours dense par rapport au milieu interstellaire. Chaque centimètre cube contient des milliards de milliards d'atomes qui doivent être écartés, ionisés ou simplement absorbés par l'avancée du jet. La pression dans ces couches est énorme, et cette pression résiste activement à la poussée du jet. Le jet et l'étoile sont engagés dans une lutte brutale. Le jet essaie de percer. L'étoile essaie de contenir. Pour que le sursaut gamma existe, le jet doit gagner cette lutte. Et dans la plupart des étoiles suffisamment massives avec des champs magnétiques adéquats et un moment angulaire suffisant, il gagne. Certains jets n'y parviennent pas. Si l'étoile est trop grande ou le jet trop faible, le jet peut caler à l'intérieur de l'étoile. Il dépose toute son énergie dans l'intérieur stellaire sans jamais percer. Quand cela se produit, vous n'obtenez pas de sursaut gamma.
vous pourriez obtenir une supernova inhabituellement énergétique, parfois appelée sursaut gamma raté. Mais quand le jet est suffisamment puissant et que l'étoile n'est pas trop grande, le jet perce. Il atteint la surface. Et c'est le moment où le sursaut gamma commence vraiment. À l'instant où le jet se libère de la surface stellaire, il se retrouve soudain dans un environnement très différent. À l'intérieur de l'étoile, le jet se frayait un chemin à travers une matière dense. À l'extérieur de l'étoile, il n'y a comparativement rien. Le milieu interstellaire, le gaz et la poussière qui remplissent l'espace entre les étoiles, est incroyablement ténu. Dans notre région de la Voie lactée, la densité moyenne du milieu interstellaire est d'environ 1 atome par centimètre cube. Comparez cela à l'air que vous respirez en ce moment, qui contient environ 25 milliards de molécules par centimètre cube. Le milieu interstellaire est essentiellement un vide, selon toute norme que vous reconnaîtriez dans la vie quotidienne. Donc, le jet passe de pousser à travers une matière stellaire dense à soudain foncer dans un espace presque vide. Il accélère, il s'étale légèrement, et il commence à interagir avec toute matière ténue qui se trouve sur sa trajectoire. C'est là que commence la véritable destruction. La première chose que le jet rencontre est l'environnement circumstellaire immédiat. C'est la matière entourant l'étoile, du gaz et de la poussière qui ont été expulsés par l'étoile au cours de sa vie. Les étoiles massives qui produisent des sursauts gamma sont souvent des étoiles Wolf-Rayet. Des étoiles extrêmement chaudes et lumineuses qui perdent d'énormes quantités de matière à travers de puissants vents stellaires. Au cours des dernières étapes de sa vie, une étoile Wolf-Rayet peut perdre plusieurs masses solaires de matière, la soufflant vers l'extérieur dans l'espace environnant à des vitesses de quelques milliers de kilomètres par seconde. Lorsque le jet frappe cette matière circumstellaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le jet se déplace à 99,99% de la vitesse de la lumière. Le gaz circumstellaire se déplace à peut-être 1000 ou 2000 km par seconde au maximum. Du point de vue du jet, le gaz est essentiellement immobile. La collision entre le jet ultra-relativiste et ce gaz presque immobile produit une onde de choc. Mais ce n'est pas une onde de choc ordinaire, c'est un choc relativiste. Une onde de choc se déplaçant à une fraction significative de la vitesse de la lumière à travers un gaz qui n'a aucune chance de s'écarter. Dans un choc relativiste, la physique devient extrême. Le gaz devant le choc n'a aucun avertissement. L'information dans un gaz se déplace à la vitesse du son, qui dans le milieu interstellaire est d'environ 10 km par seconde. Le choc approche à près de 300 000 km par seconde. Le gaz ne peut littéralement pas savoir que le choc arrive avant qu'il ne soit déjà arrivé. Le choc arrive juste instantanément et tout change. Lorsque le front de choc traverse le gaz, il le comprime énormément. Dans un choc ordinaire, le gaz peut être comprimé d'un facteur 4. Dans un choc relativiste, le facteur de compression peut être beaucoup plus grand, potentiellement par des facteurs de centaines ou de milliers. Le gaz passe d'être ténu et froid à être incroyablement dense et extraordinairement chaud en une fraction de seconde. La température derrière un choc relativiste provenant d'un sursaut gamma peut atteindre des milliards de degrés. Pas des millions, des milliards. Pour mettre cela en contexte, le cœur de notre Soleil, où se produit la fusion nucléaire,
à une température d'environ 15 millions de degrés. Le gaz derrière une onde de choc de sursaut gamma peut être des centaines de fois plus chaud que le cœur du Soleil. À ces températures, la matière se comporte de manière que nous ne rencontrons jamais sur Terre. Les atomes n'existent pas. À des milliards de degrés, les atomes sont complètement ionisés. Chaque électron est arraché à chaque noyau. Vous avez un plasma de noyaux atomiques nus et d'électrons libres se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Et à ces énergies, les électrons émettent du rayonnement. Beaucoup de rayonnement. Il existe deux processus principaux produisant le rayonnement que nous observons des sursauts gamma. Le premier est le rayonnement synchrotron. Lorsque les particules chargées, en particulier les électrons, spiralent autour des lignes de champ magnétique à une vitesse proche de celle de la lumière, elles émettent un rayonnement électromagnétique. Dans les puissants champs magnétiques générés par le choc, les électrons spiralent rapidement et émettent un rayonnement à travers un large spectre, des ondes radio à la lumière visible et aux rayons X jusqu'aux rayons gamma. Le second processus est la diffusion Compton inverse. Un électron ultra-relativiste entre en collision avec un photon de basse énergie et booste ce photon à des énergies bien plus élevées. Dans l'environnement d'un sursaut gamma, les électrons relativistes peuvent booster des photons ordinaires dans la gamme gamma, produisant certains des photons les plus énergétiques observés de ces événements. Ensemble, ces processus convertissent l'énergie cinétique du jet en rayonnement électromagnétique à travers tout le spectre. Le jet est essentiellement une machine pour convertir l'énergie gravitationnelle et de rotation d'une étoile qui s'effondre ou d'étoiles à neutrons en fusion en lumière. Une lumière incroyablement intense, incroyablement énergétique. Maintenant, parlons de ce que ce rayonnement fait à la matière sur sa trajectoire. Les photons gamma sont la forme la plus énergétique de rayonnement électromagnétique. Un seul photon gamma d'un sursaut gamma peut transporter des millions, voire des milliards de fois plus d'énergie qu'un photon de lumière visible. Lorsque ces photons rencontrent de la matière, ils interagissent violemment. La première chose que font les rayons gamma est d'ioniser les atomes. L'ionisation est le processus d'arrachage des électrons aux atomes. Lorsqu'un photon gamma frappe un atome, il ne fait pas que détacher un seul électron. Un seul photon gamma de haute énergie peut dénuder complètement un atome, retirant tous ses électrons dans une cascade d'interactions. Sur la trajectoire d'un sursaut gamma, chaque atome sur d'énormes distances est ionisé. Pas partiellement ionisé, complètement ionisé. Mais ce n'est que le début. Si les rayons gamma sont suffisamment énergétiques, ils peuvent faire quelque chose d'encore plus extrême. Ils peuvent briser les noyaux atomiques eux-mêmes. Ce processus s'appelle la photodésintégration. Lorsqu'un photon gamma avec suffisamment d'énergie frappe un noyau atomique, il peut en arracher des protons ou des neutrons, brisant le noyau en morceaux plus petits. Des éléments qui ont mis des millions d'années à se former par fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles sont brisés en un instant. Les rayons gamma défont littéralement la matière, inversant les processus nucléaires qui ont construit ces atomes en premier lieu. À des distances légèrement plus grandes, les rayons gamma font quand même des ravages. Les rayons gamma traversant le gaz moléculaire brisent chaque liaison moléculaire qu'ils rencontrent. Hydrogène moléculaire, vapeur d'eau, monoxyde de carbone. Toutes les molécules qui existent dans l'espace interstellaire
sont brisés en atomes individuels. Ces atomes sont ensuite ionisés. Le résultat est une région de l'espace où toute chimie moléculaire a été effacée. La chimie qui existait dans cette région de l'espace avant le sursaut, une chimie qui a pu mettre des millions d'années à se développer, est effacée en quelques secondes. Et les effets s'étendent beaucoup plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. Considérez la loi de l'inverse du carré. L'intensité du rayonnement diminue avec le carré de la distance à la source. Si vous doublez la distance, l'intensité chute au quart. Mais un sursaut gamma commence avec une intensité si extraordinaire que même après que la loi de l'inverse du carré l'ait considérablement réduit, le rayonnement est toujours assez puissant pour provoquer des effets significatifs à des distances mesurées en années-lumière. À quelques années-lumière d'un sursaut gamma, le rayonnement est si intense qu'il vaporiserait essentiellement n'importe quoi. Les grains de poussière, qui sont de minuscules particules de roche et de glace flottant dans l'espace interstellaire, seraient sublimés. Pas fondus, sublimés. Convertis directement du solide au plasma. Maintenant, parlons de l'onde de choc elle-même. Le jet est aussi un objet physique. C'est un flux de matière et d'énergie se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Quand ce flux s'écrase contre le gaz environnant, il ne produit pas seulement du rayonnement. Il produit un front de choc physique qui se dilate vers l'extérieur, balayant le gaz et l'accélérant à des vitesses formidables. Le front de choc associé à un jet de sursaut gamma est l'un des processus physiques les plus puissants de l'univers. Il se déplace vers l'extérieur à des vitesses relativistes, initialement à une vitesse proche de celle de la lumière et ralentissant progressivement à mesure qu'il balaie de plus en plus de matière. À mesure que le front de choc se dilate, il comprime et chauffe le gaz qu'il rencontre. Cela crée une coquille de gaz chaud, dense et choquée, qui se dilate vers l'extérieur comme une bulle. Mais ce n'est pas une bulle symétrique. Le front de choc est le plus fort le long de l'axe du jet, où l'énergie du jet est concentrée. Sur les côtés, le choc est plus faible. À l'intérieur de ce front de choc, les particules sont accélérées à des énergies incroyables. Le choc agit comme un accélérateur de particules naturelles, faisant rebondir les particules chargées d'avant en arrière à travers la frontière du choc. Chaque fois qu'une particule traverse le choc, elle gagne de l'énergie. Après de nombreux passages, les particules peuvent atteindre des énergies bien supérieures à tout ce qui est atteint dans les accélérateurs de particules construits par l'homme. Ces particules d'ultra haute énergie, appelées rayons cosmiques, sont projetées vers l'extérieur dans l'espace. L'observatoire Pierre-Auger, en Argentine, opéré par une collaboration internationale à laquelle participe la France via l'IN2P3 et l'IRFU, traque ces particules d'énergie extrême. Les champs magnétiques dans la région du choc sont également énormément amplifiés. Avant l'arrivée du choc, le milieu interstellaire a un champ magnétique faible, généralement quelques microgauss. Mais le choc comprime et amplifie ces champs par des facteurs de milliers ou plus. Voici ce qui est critique à comprendre sur la directionnalité. Tout ce que je viens de décrire. L'intense rayonnement gamma, le choc relativiste, l'ionisation et la photodésintégration de la matière. Tout cela est concentré le long de l'axe du jet. Si vous êtes directement sur la trajectoire du jet, vous subissez toute la force du sursaut. Le rayonnement vous frappe de plein fouet. L'onde de choc vous percute à une vitesse proche de celle de la lumière. L'énergie délivrée par unité de surface
est à son maximum absolu. Mais si vous vous tenez sur le côté, perpendiculairement à l'axe du jet, l'expérience est complètement différente. Le jet passe sans vous frapper directement. Vous voyez encore un peu de rayonnement, car le front de choc se dilate latéralement dans une certaine mesure. Mais l'énergie que vous recevez est de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à ce qu'un élément sur la trajectoire du jet connaîtrait. Cette directionnalité est l'une des caractéristiques les plus importantes des sursauts gamma. Un sursaut gamma n'est pas un destructeur qui frappe de manière égale. C'est une arme dirigée. Quelque chose à une distance de 50 années-lumière directement sur la trajectoire du jet pourrait être affecté de manière catastrophique. Tandis que quelque chose à la même distance, mais à 90 degrés de l'axe, pourrait à peine remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. L'énergie isotropique équivalente d'un sursaut gamma, c'est-à-dire l'énergie qu'il aurait besoin de libérer s'il rayonnait de manière égale dans toutes les directions pour produire la luminosité observée, peut atteindre 10 puissance 47 joules pour les événements les plus puissants. Mais parce que l'énergie est concentrée dans un jet couvrant peut-être un millième du ciel, l'énergie totale réelle est plus proche de 10 puissance 44 joules. Pour le visualiser, pensez à un phare. Un phare a un faisceau puissant qui balaie l'horizon. Si vous êtes un navire directement dans la trajectoire du faisceau, la lumière est aveuglante. Mais si vous vous tenez à côté du phare, vous remarquez à peine le faisceau qui passe au-dessus de votre tête. La production totale d'énergie du phare est la même, quelle que soit votre position. Mais l'énergie délivrée à vos yeux dépend entièrement de si vous êtes sur la trajectoire du faisceau ou non. Un sursaut gamma est comme un phare cosmique venu de l'enfer, sauf que le faisceau ne balaie pas. Il tire une fois dans une direction fixe, et tout ce qui se trouve dans cette direction sur des milliers d'années-lumière en paie le prix. Maintenant, il y a un aspect crucial supplémentaire de la façon dont le jet interagit avec son environnement. Le beaming relativiste, c'est une conséquence de la relativité restreinte qui affecte dramatiquement la façon dont les sursauts gamma apparaissent aux observateurs distants. Lorsque quelque chose qui émet de la lumière se déplace vers vous à près de la vitesse de la lumière qu'il émet est concentrée dans un cône étroit, dans la direction avant. C'est ce qu'on appelle le beaming relativiste. Imaginez une lampe de poche montée sur un vaisseau spatial. Si le vaisseau spatial est immobile, le faisceau s'étale normalement. Mais si le vaisseau spatial se déplace vers vous à 99% de la vitesse de la lumière, le faisceau apparaît dramatiquement plus brillant et plus concentré dans la direction avant. Des photons qui auraient été émis latéralement sont plutôt orientés vers l'avant. Le beaming relativiste signifie aussi que nous ne détectons les sursauts gamma que lorsque le jet est pointé approximativement vers nous. Si le jet est pointé loin de nous, ou même significativement sur le côté, nous ne voyons pas le sursaut. Cela implique que pour chaque sursaut gamma que nous détectons, il y en a beaucoup d'autres que nous ne voyons pas, parce que leurs jets sont pointés dans d'autres directions. Les estimations suggèrent que pour chaque sursaut gamma que nous observons, entre 100 et 1000 passent inaperçus. Le taux réel de sursaut gamma dans l'univers est bien plus élevé que le taux observé. Le jet d'un sursaut gamma n'est pas seulement de l'énergie voyageant à travers l'espace. C'est un processus physique qui transforme activement tout ce qu'il rencontre. Il ionise les atomes. Il brise les molécules. Il détruit les grains de poussière.
Il photodésintègre les noyaux atomiques près de la source. Il propulse des ondes de choc qui compriment et chauffent le gaz à des milliards de degrés. Il accélère les particules à des énergies bien au-delà de ce que n'importe quel accélérateur construit par l'homme peut atteindre. Il amplifie les champs magnétiques par des facteurs de milliers. Le long de ce corridor, l'espace a fondamentalement changé. Avant le sursaut, il y avait du gaz interstellaire froid, peut-être avec de la poussière et des molécules. Après le sursaut, il y a un canal de plasma surchauffé, entièrement ionisé. La chimie qui existait avant le sursaut a été complètement effacée. Le flash initial est terminé. Les rayons gamma qui ont rendu le sursaut célèbre. Cette brève impulsion de la lumière la plus énergétique de l'univers a duré peut-être 10 secondes, peut-être 30, puis elle s'est arrêtée. Le moteur central s'est arrêté. Le disque d'accrétion s'est vidé. Le trou noir au cœur de l'explosion est devenu silencieux. Si vous étiez un astronome regardant à distance sûre, vous pourriez penser que l'événement était terminé. Mais l'événement est loin d'être terminé. Parce que le jet n'a pas simplement tiré une impulsion de rayons gamma et disparu. Il a déposé une quantité presque inimaginable d'énergie dans l'environnement environnant. Cette énergie est maintenant stockée sous la forme d'un front de choc en expansion rapide. Un cocon de plasma surchauffé et des milliards de particules accélérées, fonçant vers l'extérieur à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est la phase de rémanence. Le jet cesse d'être alimenté. Mais la matière du jet, qui a déjà été lancée, est toujours en mouvement. Elle s'écrase toujours dans le milieu interstellaire à des vitesses relativistes. Le front de choc à l'avant du jet avance toujours, balayant toujours le gaz, comprimant et chauffant toujours tout ce qu'il rencontre. Le choc se moque que le moteur soit éteint. Il a son propre élan, sa propre énergie. Il continuera de se dilater jusqu'à ce que cette énergie soit épuisée. Le front de choc en expansion a deux régions distinctes. Il y a un choc avant, qui est la frontière, où la matière du jet s'écrase contre le gaz interstellaire frais, et il y a un choc arrière, qui se forme à la frontière entre la matière du jet et le gaz déjà choqué. Le choc avant est d'où provient la plus grande partie de l'émission de rémanence à long terme. Les électrons dans le gaz choqué spiralent autour des lignes de champ magnétique et émettent du rayonnement synchrotron. Dans la rémanence précoce, cette émission synchrotron culmine dans la bande des rayons X. L'observatoire Neil Gehrels Swift, lancé en 2004, a été spécifiquement conçu pour capter ces rémanences précoces en rayons X. Swift peut détecter un sursaut gamma, déterminer sa position dans le ciel et orienter son télescope à rayons X pour observer la rémanence en environ 1 minute. À mesure que les heures passent, le front de choc décélère davantage. Le pic de l'émission synchrotron se déplace vers des énergies plus basses. Les rayons X cèdent la place à la lumière ultraviolette. L'ultraviolet cède la place à la lumière visible. La rémanence devient optiquement visible, sometime assez brillante pour être vue avec des télescopes modestes depuis la Terre, même si le sursaut s'est produit à des milliards d'années-lumière. Une explosion si lointaine que sa lumière voyage depuis des milliards d'années, plus longtemps que toute l'existence de notre système solaire. Et la rémanence est assez brillante pour être vue avec un télescope de jardin. Au cours des jours et semaines suivants, la rémanence continue de s'estomper et de se déplacer vers des longueurs d'onde plus longues. La lumière visible s'estompe en infrarouge. L'infrarouge s'estompe en ondes radio.
La rémanence radio peut durer des mois voire des années après le sursaut initial. Les grands réseaux comme NOEMA, l'interféromètre millimétrique de l'IRAM, installé sur le plateau de Bure dans les Alpes, participent au suivi de ces rémanences de longue durée. Mais la rémanence n'est pas toujours lisse et prévisible. Parfois, il y a des bosses, des ruptures et des éruptions dans la courbe de lumière. Une bosse pourrait indiquer que le choc a rencontré une région plus dense de gaz. Une rupture pourrait signaler que le jet a décéléré au point où son cône de beaming s'est élargi au-delà de la ligne de visée de l'observateur. Une éruption pourrait indiquer une activité tardive du moteur central. L'une des caractéristiques les plus intéressantes est ce qu'on appelle une rupture de jet. À mesure que le choc décélère, le cône de beaming s'élargit. À un certain point, le cône de beaming devient plus large que l'étendue physique du jet lui-même. Quand cela se produit, l'observateur remarque que la rémanence commence à s'estomper plus rapidement qu'avant. Les ruptures de jet sont importantes parce qu'elles permettent aux astronomes de mesurer l'angle d'ouverture du jet. La plupart des jets de sursaut gamma ont des angles d'ouverture compris entre 2 et 20 degrés. Dans certains sursauts, le choc arrière produit un flash optique brillant dans les premières minutes après le sursaut. Ce flash peut être extraordinairement brillant. GRB 990123, observé en janvier 1999, avait un flash optique de choc arrière qui a atteint une magnitude visuelle d'environ 9. C'est assez brillant pour être vu avec une paire de jumelles depuis une source qui se trouvait à 9 milliards d'années-lumière. Pendant quelques secondes, une étoile mourante dans une galaxie à 9 milliards d'années-lumière a été brièvement si brillante que n'importe qui sur Terre, avec des jumelles pointées dans la bonne direction, aurait pu la voir. Suivons le front de choc en expansion plus loin vers l'extérieur. À mesure que le choc se dilate, il balaie de plus en plus de gaz. La masse totale de gaz balayé augmente avec le cube du rayon. À mesure que plus de masse s'accumule, le choc décélère davantage. Finalement, peut-être des mois ou des années après le sursaut, le choc passe du relativiste au non-relativiste. Il ralentit en dessous de la vitesse de la lumière et devient une onde de souffle ordinaire, bien que toujours extrêmement puissante. L'onde de souffle continue de se dilater pendant des siècles, des millénaires et finalement des dizaines de milliers d'années. En se dilatant, elle balaie le gaz interstellaire et crée une bulle de plasma chaud à faible densité, entourée d'une coquille de gaz comprimé. Cette bulle peut finalement atteindre plusieurs années-lumière de diamètre. La coquille de gaz comprimé est importante pour l'environnement galactique plus large. Quand cette coquille rencontre des nuages moléculaires, des régions denses de gaz où se forment de nouvelles étoiles, elle peut comprimer davantage ces nuages. Cette compression peut déclencher un effondrement gravitationnel, potentiellement déclenchant la formation de nouvelles étoiles. De cette façon, un sursaut gamma, bien qu'étant un événement destructeur, peut en fait stimuler la formation d'étoiles dans la région environnante. Destruction et création sont liées, mais la coquille peut aussi perturber la formation d'étoiles. Si le choc est suffisamment puissant, il peut déchiqueter les nuages moléculaires plutôt que de les comprimer. Maintenant, revenons au cocon. À mesure que le jet perce l'étoile mourante, il pousse la matière stellaire sur les côtés, créant un cocon chaud et pressurisé. Lorsque le jet perce la surface stellaire, le cocon perce aussi.
Le cocon émerge de l'étoile comme un nuage approximativement sphérique de gaz chaud, se dilatant vers l'extérieur à des vitesses légèrement relativistes. Pas aussi vite que le jet, mais toujours impressionnamment vite. La matière du cocon peut se déplacer à 10 à 50% de la vitesse de la lumière. Le cocon se dilate vers l'extérieur dans toutes les directions, pas seulement le long de l'axe du jet. Cela signifie que le cocon produit des effets qui sont visibles depuis n'importe quel angle de vue. Un observateur regardant le sursaut depuis le côté ne verrait pas l'intense émission gamma du faisceau, mais il verrait l'émission du cocon en expansion. En 2017, lorsque les astronomes ont détecté l'événement de fusion d'étoiles à neutrons GW 170817, ils ont observé un phénomène fascinant lié au cocon. Le sursaut gamma associé à cette fusion était inhabituellement faible, et il semblait être vu sous un angle significatif par rapport à l'axe du jet. Dans les semaines et les mois suivant la fusion, la rémanence s'est éclaircie plutôt que de s'estomper. Cela a été interprété comme une émission provenant d'un système de jet structuré et de cocon. Cela a fourni une preuve observationnelle directe de la structure du cocon et a confirmé que les sursauts gamma produisent des effets significatifs en dehors du cône étroit du jet. Parlons maintenant des rayons cosmiques. Les ondes de choc associées aux sursauts gamma sont parmi les accélérateurs de particules les plus efficaces de l'univers. À travers un processus appelé accélération de Fermi, les particules chargées sont ballottées d'avant en arrière à travers le front de choc, gagnant de l'énergie à chaque traversée. Les rayons cosmiques les plus énergétiques pourraient provenir des chocs de sursaut gamma. Ces rayons cosmiques ne restent pas près du sursaut. Ils fusent vers l'extérieur à une vitesse proche de celle de la lumière, diffusant à travers le champ magnétique de la galaxie. Au fil du temps, ils se répandent dans toute la galaxie, contribuant au fond général de rayons cosmiques. Chaque galaxie qui a connu des sursauts gamma porte une signature de rayons cosmiques de ces événements. Les rayons cosmiques des sursauts gamma peuvent ioniser le gaz profondément à l'intérieur des nuages moléculaires où la lumière ultraviolette et visible des étoiles ne peut pénétrer. Cette ionisation affecte la chimie à l'intérieur de ces nuages. Certaines des molécules organiques complexes trouvées dans les nuages moléculaires, des molécules qui pourraient être importantes pour l'éventuelle origine de la vie, sont produites à travers des voies chimiques qui nécessitent une ionisation par les rayons cosmiques. De cette manière indirecte, les sursauts gamma pourraient contribuer à la complexité chimique de la galaxie et même aux conditions nécessaires à la vie, même si leurs effets directs sont massivement destructeurs. C'est un paradoxe fascinant. Les événements les plus destructeurs de l'univers pourraient aussi jouer un rôle dans la création des conditions qui permettent la vie. Les éléments lourds nécessaires à la biologie, le carbone, l'oxygène, l'azote, le fer, ont tous été forgés dans les étoiles massives qui meurent dans les explosions qui produisent les sursauts gamma. Sans ces morts stellaires violentes, ces éléments ne seraient pas dispersés dans le milieu interstellaire où ils peuvent s'incorporer dans de nouveaux systèmes planétaires. Chaque atome de carbone dans votre corps, chaque atome d'oxygène dans l'eau que vous buvez, chaque atome de fer dans votre sang, tout cela est passé par des processus stellaires qui, dans certains cas, incluaient des explosions suffisamment violentes pour produire des sursauts gamma. Nous sommes, en un sens très littéral, les descendants de ces cataclysmes. Les rayons cosmiques jouent aussi un rôle dans l'évolution biologique elle-même. Les rayons cosmiques qui atteignent la surface de la Terre
filtrés par l'atmosphère mais pas complètement bloqués, contribuent au taux de mutation naturelle des organismes vivants. Un flux de rayons cosmiques plus élevé signifie plus de mutations, et plus de mutations signifie potentiellement une évolution plus rapide. Certains biologistes ont spéculé que les variations dans le flux de rayons cosmiques au cours de l'histoire de la Terre pourraient être corrélées avec les périodes d'innovation évolutive rapide dans les archives fossiles. Cette idée reste spéculative, mais elle illustre combien les événements astrophysiques les plus éloignés peuvent avoir des effets subtils sur la vie sur Terre. Permettez-moi d'aborder quelque chose d'important à propos des échelles de temps. L'émission gamma rapide dure des secondes à des minutes. C'est la partie dramatique. Mais la rémanence, le choc en décélération, le cocon en expansion et les rayons cosmiques qui se propagent, ces processus opèrent sur des échelles de temps de semaines, de mois, d'années et même de millénaires. La rémanence en rayons X peut persister pendant des jours à des semaines. La rémanence optique peut être observée pendant des jours à des mois. La rémanence radio peut durer des mois à des années. Et l'onde de souffle non relativiste continue de se dilater pendant des milliers d'années. Cela signifie que les effets environnementaux d'un sursaut gamma se déroule sur une énorme gamme d'échelles de temps. L'impulsion gamma initiale délivre une dose catastrophique de rayonnement en quelques secondes. Le rayonnement de rémanence continue de déposer de l'énergie pendant des jours à des mois. L'onde de souffle balaie l'environnement local sur des années à des millénaires. Les rayons cosmiques imprègnent la galaxie sur des millions d'années. Laissez-moi conclure cette partie avec quelque chose de remarquable. C'est la découverte des rémanences en 1997 qui a finalement permis aux astronomes de déterminer d'où venaient les sursauts gamma. Avant cela, pendant 30 ans après la première détection en 1967, les sursauts gamma étaient l'un des plus profonds mystères de l'astrophysique. Les rayons gamma arrivaient, duraient quelques secondes et disparaissaient. La percée est venue lorsque le satellite italo-néerlandais BepoSax a détecté la rémanence en rayons X de GRB 970228 en février 1997. En quelques heures, des télescopes au sol ont trouvé la rémanence optique. Pour la première fois, les astronomes ont pu localiser précisément un sursaut gamma dans le ciel et identifier sa galaxie hôte. Ils pouvaient mesurer le décalage vers le rouge de la galaxie hôte et déterminer la distance. Le résultat était stupéfiant. Le sursaut était à des milliards d'années-lumière, confirmant que les sursauts gamma étaient les événements les plus énergétiques de l'univers. Tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent a été sur ce qu'un sursaut gamma fait au gaz, à la poussière et au champ magnétique, à la matière brute de l'espace. Mais maintenant, nous devons poser la question qui importe vraiment. Que fait un sursaut gamma à un monde? Pas à un nuage d'hydrogène interstellaire. Une planète avec une atmosphère, avec des océans, peut-être avec de la vie. Que se passe-t-il quand le faisceau trouve quelque chose comme la Terre? La réponse dépend entièrement des détails. À quelle distance se trouve le sursaut? Quelle est son énergie? La planète est-elle directement sur la trajectoire du jet ou légèrement hors axe? La planète a-t-elle un champ magnétique? Quelle est l'épaisseur de son atmosphère? Commençons par le pire scénario. Une planète directement sur la trajectoire d'un puissant sursaut gamma long à une distance d'environ 100 années-lumière. 100 années-lumière, c'est proche à l'échelle galactique.
Mais c'est toujours une énorme distance à l'échelle humaine. C'est environ 25 fois plus loin que l'étoile la plus proche de notre Soleil. Il y a des milliers de systèmes stellaires à moins de 100 années-lumière de la Terre. À 100 années-lumière, une planète sur la trajectoire directe du jet reçoit une dose extraordinaire de rayonnement gamma. Le flux d'énergie arrivant à la planète serait à peu près équivalent à 10 000 fois la production énergétique normale de l'étoile de la planète elle-même, concentrée dans un sursaut durant des secondes à des minutes. Pendant ces quelques secondes, le sursaut gamma délivre plus d'énergie par mètre carré à la surface de la planète que 10 000 soleils ne le feraient. Pour rendre cela plus concret, pensez à la dose de rayonnement. Sur Terre, nous recevons environ quelques millisieverts de rayonnement naturel par an, provenant de sources comme le rayonnement cosmique de fond, le radon dans le sol et les isotopes radioactifs dans notre propre corps. Une dose de 5 sieverts, soit environ 500 fois la dose annuelle naturelle reçue en une seule fois, est généralement mortelle pour l'être humain. Un sursaut gamma à 100 années-lumière sur la trajectoire directe délivrerait une dose de plusieurs milliers de sieverts en quelques secondes sur le côté éclairé d'une planète. C'est une dose si catastrophique qu'elle est littéralement dépassée au-delà de la toxicité. Ce n'est plus une question de mort par radiation dans les heures ou les jours qui suivent. C'est une destruction immédiate des tissus biologiques à l'échelle moléculaire. Toute matière organique exposée directement au rayonnement serait fondamentalement dégradée en quelques secondes. Heureusement, une atmosphère planétaire comme celle de la Terre offre une protection substantielle contre les rayons gamma directs atteignant la surface. L'atmosphère absorbe la majeure partie du rayonnement gamma avant qu'il n'atteigne le sol. Mais cette absorption n'est pas gratuite. L'énergie que l'atmosphère absorbe est celle qui cause tous les dégâts dont nous allons parler. L'atmosphère paie le prix pour protéger la surface. Et ce prix est la destruction d'une grande partie de l'ozone qui protégeait la planète de son propre soleil. C'est un échange où l'atmosphère se sacrifie dans les heures qui suivent pour sauver la biosphère des secondes immédiates. Mais l'atmosphère sacrifiée ne se reconstruit pas instantanément. Il faut des années à une décennie pour que la couche d'ozone se rétablisse. Et pendant cette période, la biosphère est exposée au rayonnement ultraviolet normal du Soleil, mais à des niveaux qu'elle n'a jamais connus. Les rayons gamma n'interagissent pas avec la matière de la même manière que la lumière visible. La lumière visible d'une étoile est principalement absorbée ou réfléchie par l'atmosphère et la surface d'une planète. Elle réchauffe la planète. Elle entraîne la météo. Elle alimente la photosynthèse. Les rayons gamma sont différents. Ils sont bien plus énergétiques. Ils pénètrent plus profondément dans l'atmosphère. Et lorsqu'ils interagissent avec les molécules atmosphériques, ils ne les réchauffent pas simplement, ils les brisent. Les molécules d'azote et d'oxygène, qui constituent l'essentiel d'une atmosphère semblable à celle de la Terre, absorbent les photons gamma. Les molécules d'azote sont brisées en atomes d'azote individuels. Les molécules d'oxygène sont brisées en atomes d'oxygène individuels. Ces atomes très réactifs se recombinent ensuite dans de nouvelles configurations. Et c'est là que les vrais dégâts commencent. Lorsque des atomes d'azote et d'oxygène individuels sont libérés dans la haute atmosphère, ils se combinent pour former des oxydes d'azote, principalement du monoxyde d'azote et du dioxyde d'azote. Ces molécules sont chimiquement agressives.
Ce sont des catalyseurs pour une réaction chimique spécifique qui est dévastatrice pour la vie. Elles détruisent l'ozone. L'ozone est une molécule composée de 3 atomes d'oxygène. Elle existe dans une mince couche dans la haute atmosphère, à peu près 15 à 35 km au-dessus de la surface, dans le cas de la Terre. Cette couche est presque infiniment mince. Si vous compressiez tout l'ozone de l'atmosphère terrestre en une seule couche au niveau de la mer, elle ne ferait qu'environ 3 mm d'épaisseur. 3 mm. C'est plus fin que 2 pièces de monnaie empilées. Et pourtant, cette couche fine comme une toile d'araignée est l'un des boucliers les plus importants que la vie ait jamais eus. L'ozone absorbe le rayonnement ultraviolet du Soleil. Plus précisément, il absorbe le rayonnement UVB et UVC, les longueurs d'onde les plus biologiquement dommageables. Sans la couche d'ozone, ce rayonnement ultraviolet atteindrait la surface de la planète à pleine intensité. Le rayonnement UVB endommage l'ADN. Il provoque des mutations. Il tue les organismes unicellulaires. Il endommage la machinerie photosynthétique des plantes et du phytoplancton. Il provoque le cancer de la peau et les cataractes chez les animaux. Le rayonnement UVC est encore plus dangereux, mais il est actuellement bloqué presque entièrement par l'ozone. Sans protection de l'ozone, la surface d'une planète devient un endroit bien plus hostile pour la vie. Les oxydes d'azote produits par un sursaut gamma attaquent la couche d'ozone à travers un cycle catalytique. Une seule molécule d'oxyde d'azote peut détruire des milliers de molécules d'ozone avant d'être finalement retirée de l'atmosphère. Le sursaut gamma n'a pas besoin de détruire directement l'ozone. Il a juste besoin de produire suffisamment d'oxyde d'azote pour déclencher une réaction en chaîne qui fait le travail sur des semaines et des mois. Pour un sursaut puissant à 100 années-lumière, les modèles sont sévères. Des simulations informatiques menées par des chercheurs dans plusieurs universités, dont des équipes de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay et du CEA, ont montré qu'un tel sursaut pourrait détruire entre 30 et 90% de la couche d'ozone d'une planète. Perdre 30% de la couche d'ozone serait grave. Le rayonnement ultraviolet atteignant la surface augmenterait significativement. Les organismes sensibles souffriraient, mais la vie survivrait. Elle s'adapterait. Elle se rétablirait au fil des années à mesure que la couche d'ozone se reconstruirait progressivement. Perdre 90% de la couche d'ozone serait catastrophique. Le flux ultraviolet de surface augmenterait d'un facteur 10 ou plus. Le rayonnement UVB atteignant le sol serait assez intense pour provoquer de sévères dégâts à l'ADN chez les organismes exposés en quelques heures. Le phytoplancton, les organismes microscopiques qui forment la base de la chaîne alimentaire marine et produisent une fraction significative de l'oxygène de la Terre, seraient dévastés. Le phytoplancton vit dans les couches supérieures de l'océan où la lumière du soleil pénètre. Il ne peut pas se cacher du rayonnement ultraviolet. Une augmentation massive des UVB le tuerait en quantités énormes, effondrant les réseaux trophiques marins de bas en haut. Les plantes terrestres souffriraient également. Leurs feuilles subiraient des dommages UV, réduisant leur capacité à photosynthétiser. Les cultures échoueraient. Les forêts s'amaigriraient. Toute la biosphère terrestre serait stressée simultanément. Les animaux exposés à la lumière directe du soleil développeraient de graves dommages UV. Les amphibiens,
dont les œufs sont particulièrement sensibles au rayonnement ultraviolet, seraient particulièrement touchés. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas à l'appauvrissement de l'ozone. Les oxydes d'azote produits dans la haute atmosphère forment également du dioxyde d'azote, qui est un gaz brun qui absorbe la lumière visible. De grandes quantités de dioxyde d'azote dans l'atmosphère créeraient une brume visible, obscurcissant la lumière du soleil atteignant la surface. C'est ce qu'on appelle parfois un hiver cosmique ou un printemps ultraviolet. Une combinaison sinistre de lumière visible réduite et de lumière ultraviolette accrue. Moins de lumière visible signifie moins de photosynthèse et des températures de surface plus fraîches. Plus de lumière ultraviolette signifie plus de dégâts biologiques. La planète est frappée des deux directions simultanément. Les oxydes d'azote se combinent également avec la vapeur d'eau pour former de l'acide nitrique qui tombe sous forme de pluies acides. Ces pluies acides abaisseraient le pH des eaux de surface. Combien de temps tout cela durerait-il? L'appauvrissement de l'ozone causé par un sursaut gamma ne serait pas permanent. Les oxydes d'azote sont finalement éliminés de l'atmosphère par des processus chimiques naturels. La lumière du soleil elle-même décompose le dioxyde d'azote au fil du temps. La pluie lessive l'acide nitrique hors de l'atmosphère. Progressivement, sur une période d'années à peut-être une décennie, la couche d'ozone se reconstruirait. Mais une décennie, c'est long pour une biosphère sous stress sévère. 10 ans de rayonnement ultraviolet élevé, de lumière visible réduite et de dépôts acides pourraient suffire à pousser les espèces vulnérables au-delà du point de non-retour vers l'extinction. Cela nous amène à l'une des hypothèses les plus intrigantes en paléontologie. L'idée qu'un sursaut gamma aurait pu causer ou contribuer à une véritable extinction de masse sur Terre. Il y a environ 445 millions d'années, à la fin de la période ordovicienne, la Terre a connu l'une des 5 grandes extinctions de masse de son histoire. Environ 85% de toutes les espèces marines se sont éteintes. L'extinction ordovicienne s'est produite en 2 impulsions séparées par environ 1 million d'années. L'explication traditionnelle implique une glaciation. Pendant la fin de l'Ordovicien, le supercontinent Gondwana a dérivé sur le pôle sud et des calottes glaciaires massives se sont formées. Les niveaux de la mer ont chuté dramatiquement. Puis, lorsque les glaciers se sont retirés, les niveaux de la mer ont remonté. Mais la chimie océanique avait changé. Ce modèle de glaciation explique beaucoup, mais il a des lacunes. En 2004, les astrophysiciens Adrian Melott et Brian Thomas ont proposé qu'un sursaut gamma aurait pu déclencher ou amplifier l'extinction ordovicienne. Un sursaut gamma à quelques milliers d'années-lumière de la Terre aurait pu sévèrement appauvrir la couche d'ozone. Le rayonnement ultraviolet accru aurait tué le phytoplancton et d'autres organismes marins vivant en surface, effondrant les réseaux trophiques marins. La brume de dioxyde d'azote aurait refroidi la planète, déclenchant ou amplifiant potentiellement la glaciation. Cette hypothèse n'est pas prouvée, mais elle est scientifiquement plausible. La physique fonctionne, le moment est cohérent, et le schéma d'extinction est cohérent avec ce que les modèles prédisent qu'un sursaut gamma proche produirait. Ce qui rend cette hypothèse particulièrement intéressante, c'est qu'elle ne nécessite rien d'inhabituel. Les sursauts gamma se produisent. Le taux de sursaut gamma long dans une galaxie comme la Voie lactée est estimé à environ un tous les 100 000 ans
à un tous les millions d'années. Au cours des 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre, il y a probablement eu plusieurs milliers de sursauts gamma dans notre galaxie. La plupart étaient loin et leurs jets étaient pointés dans d'autres directions. Mais statistiquement, sur des milliards d'années, il est probable qu'au moins un ou deux aient été assez proches et pointés dans la bonne direction pour affecter significativement l'atmosphère terrestre. Maintenant, prenons du recul. À quelle distance un sursaut gamma doit-il être pour causer des dégâts sérieux à une planète comme la Terre? Pour un puissant sursaut gamma long, la zone de danger pour un appauvrissement significatif de l'ozone s'étend à environ 3000 à 6000 années-lumière, si la planète est directement sur la trajectoire du jet. C'est une fraction substantielle de la distance entre notre Soleil et le centre de la Voie lactée. Pour des sursauts moins énergétiques, la zone de danger rétrécit. Un sursaut gamma court provenant d'une fusion d'étoiles à neutrons pourrait être dangereux jusqu'à quelques dizaines d'années-lumière. Mais rappelez-vous, la directionnalité. Le jet ne couvre qu'une infime fraction du ciel. Même si un sursaut gamma se produit relativement près, les chances que le jet soit pointé vers la Terre sont probablement inférieures à 1 sur 1000. Maintenant, distinguons clairement les sursauts gamma des supernovas ordinaires. Une supernova est une explosion puissante. Quand une étoile massive explose en supernova, elle libère environ 10 puissance 46 joules d'énergie totale. C'est en fait plus d'énergie totale qu'un sursaut gamma. Mais voici la différence cruciale. Environ 99% de l'énergie d'une supernova est emportée par des neutrinos. Les neutrinos interagissent à peine avec la matière. Les 1% restants de l'énergie de la supernova vont dans l'énergie cinétique de la coquille de débris en expansion et dans le rayonnement électromagnétique. L'énergie électromagnétique est d'environ 10 puissance 43 joules, étalée uniformément dans toutes les directions. Un sursaut gamma concentre environ 10 puissance 44 joules d'énergie électromagnétique dans un faisceau couvrant peut-être 1/1000 du ciel. À l'intérieur de ce faisceau, l'énergie par unité de surface est environ 10 000 fois plus élevée que ce qu'une supernova délivre à la même distance. Cela signifie qu'une supernova doit être beaucoup plus proche pour causer le même niveau de dégâts. Une supernova devrait être à moins de 30 à 50 années-lumière de la Terre pour appauvrir significativement la couche d'ozone. Un sursaut gamma, en raison de son faisceau focalisé, peut causer les mêmes dégâts à des milliers d'années-lumière. Il y a une autre différence importante, l'échelle de temps. L'énergie d'une supernova arrive progressivement. Le flash initial de lumière prend quelques semaines à atteindre son maximum, puis s'estompe sur des mois. Un sursaut gamma délivre son énergie en quelques secondes. Toute l'impulsion gamma, transportant une énorme dose de rayonnement, arrive essentiellement instantanément. Il n'y a pas d'avertissement, pas d'accumulation progressive. Une seconde, le ciel est normal. La seconde suivante, un mur de rayons gamma arrive. Cette livraison soudaine est en fait pire pour une biosphère que la même énergie totale délivrée progressivement. Une planète peut s'adapter à des conditions qui changent lentement. Les organismes peuvent migrer, changer de comportement ou évoluer en réponse à des changements environnementaux progressifs. Mais une impulsion soudaine et écrasante de rayonnement ne laisse aucun temps pour l'adaptation. Les dégâts sont faits avant qu'une réponse biologique ne soit possible.
Cela fait des sursauts gamma une menace particulièrement insidieuse. Ils atteignent à travers des milliers d'années-lumière avec un faisceau de rayonnement qui voyage à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas d'avertissement préalable. Vous ne pouvez pas le voir venir. Le premier signe que quelque chose ne va pas est l'arrivée des rayons gamma eux-mêmes. Au moment où vous savez que cela se produit, les dégâts sont déjà en cours. Pour une biosphère sans technologie, pour les organismes qui vivaient sur Terre il y a 445 millions d'années, il n'y aurait aucun avertissement du tout. Le ciel changerait simplement un jour. La couche d'ozone commencerait à s'amincir. Le rayonnement ultraviolet augmenterait. Et la catastrophe lente se déroulerait sur des années, tandis que les organismes n'auraient aucune idée de ce qui s'était passé ou pourquoi leur monde devenait soudainement plus hostile. Terminons en mettant tout cela en perspective. Parce que malgré tout ce que j'ai décrit, malgré la violence incroyable et le danger réel, les sursauts gamma ne sont pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter à un niveau personnel. La probabilité qu'un sursaut gamma affecte la Terre au cours d'une année donnée est extraordinairement faible. Les meilleures estimations suggèrent quelque chose comme une chance sur plusieurs centaines de millions par an. Vous êtes incomparablement plus susceptible d'être frappé par la foudre, de gagner à une grande loterie ou d'être touché par une météorite tombante que d'être affecté par un sursaut gamma au cours de votre vie. De plus, le taux de sursaut gamma dans la Voie lactée a décliné au cours du temps cosmique. Les sursauts gamma sont plus courants dans les galaxies à faible métallicité. Dans l'univers primitif, quand les étoiles étaient faites principalement d'hydrogène et d'hélium, les sursauts gamma étaient plus fréquents. À mesure que les générations successives d'étoiles ont enrichi la galaxie en éléments lourds, les conditions pour produire des sursauts gamma sont devenues moins courantes. La Voie lactée aujourd'hui, avec sa métallicité relativement élevée, produit probablement moins de sursauts gamma qu'il y a des milliards d'années. Il y a aussi la simple géométrie de la chose. Même quand un sursaut gamma se produit dans la Voie lactée, le jet est pointé dans une direction aléatoire. Le jet couvre peut-être un millième du ciel. La galaxie contient des centaines de milliards de systèmes stellaires. Pour un sursaut donné, la chance que le jet soit pointé spécifiquement vers la Terre est d'environ 1 sur 100 milliards. Mais sur des échelles de temps géologiques, sur des centaines de millions ou des milliards d'années, la probabilité devient significative. Au cours des 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre, il est statistiquement probable que notre planète ait été affectée par au moins un sursaut gamma. Les archives géologiques sont longues et les preuves d'un sursaut gamma seraient subtiles. Ce qu'un sursaut gamma fait à l'espace qui l'entoure est, en fin de compte, une histoire de concentration. L'univers est plein d'énergie. Les étoiles en produisent d'énormes quantités. Les supernovas libèrent des quantités stupéfiantes en événements uniques. Mais les sursauts gamma prennent cette énergie et la focalisent. Ils la compriment dans le temps, délivrant l'équivalent de milliards d'années d'énergie stellaire en quelques secondes. Ils la compriment dans l'espace, la canalisant dans un faisceau plus étroit que quelques degrés. Cette double compression dans le temps et dans l'espace est ce qui les rend uniques. Un sursaut gamma est l'arme la plus précise de l'univers, pas la plus énergétique en termes absolus. Les supernovas libèrent plus d'énergie totale. Le Big Bang en a libéré infiniment plus. Mais en termes d'énergie délivrée par unité de surface,
par unité de temps à une cible, rien dans l'univers connu ne concurrence un jet de sursaut gamma. C'est l'expression la plus concentrée de violence que la nature ait conçue. Et pourtant, cette violence est rare. Elle est fugace. Elle dure des secondes. La rémanence s'estompe en quelques mois. L'onde de souffle se dissipe en millénaires. La couche d'ozone se rétablit en décennies. Avec suffisamment de temps, même la région la plus dévastée de l'espace revient à quelque chose comme la normale. De nouvelles molécules se forment, de nouvelles poussières se condensent, de nouvelles étoiles s'allument, de nouvelles planètes coalescent à partir des débris. La vie, si elle a survécu quelque part à proximité, commence le lent processus de rétablissement et de diversification. C'est peut-être la leçon la plus profonde de l'étude des sursauts gamma. L'univers est capable d'une violence extraordinaire. Des événements d'une puissance presque incompréhensible se produisent régulièrement à travers le cosmos. Des faisceaux d'énergie capables de stériliser des systèmes planétaires entiers flashent à travers les galaxies à la vitesse de la lumière. Et pourtant, l'univers est aussi extraordinairement résilient. La vie sur Terre a survécu pendant près de 4 milliards d'années, malgré les impacts d'astéroïdes, les supernovas, les catastrophes volcaniques, les âges glaciaires et possiblement les sursauts gamma. Chaque fois que la vie a été abattue, chaque fois qu'elle s'est relevée, chaque fois elle s'est diversifiée et a rempli à nouveau le monde de nouvelles formes, de nouvelles espèces, de nouvelles manières d'être vivant. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, rappelez-vous ce qui se trouve là-haut. Quelque part dans l'obscurité en ce moment, une étoile massive s'effondre. Un jet se forme. Un faisceau de rayons gamma perce une étoile mourante et jaillit dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Quelque part, une onde de choc relativiste s'écrase contre du gaz interstellaire, le chauffant à des milliards de degrés. Quelque part, la couche d'ozone d'une planète est déchirée par le rayonnement d'une explosion qui s'est produite à des milliers d'années-lumière. Mais rappelez-vous aussi ceci. L'espace est vaste. Les faisceaux sont étroits. Et la Terre, en orbite autour d'une étoile jaune tranquille dans une banlieue calme de la Voie lactée, est aussi sûre qu'une planète peut l'être. Nous sommes ici. Nous sommes ici depuis 4 milliards et demi d'années. La vie a survécu à tout ce que l'univers lui a jeté jusqu'à présent. Et en cette nuit particulière, sur cette planète particulière, vous êtes vivant. Vous respirez de l'air protégé par une fine couche d'ozone de 3 mm d'épaisseur. Vous êtes réchauffé par une étoile stable qui ne mourra pas avant encore 5 milliards d'années. Vous levez les yeux vers un ciel plein d'étoiles qui sont pour le moment parfaitement paisibles. L'univers est violent, mais il est aussi, contre toute attente, magnifique. Et vous en faites partie. Fait d'atomes forgés dans des étoiles mortes il y a longtemps, vivant sur un monde qui a résisté à des tempêtes cosmiques que vous pouvez à peine imaginer. Levant les yeux vers les mêmes étoiles qui ont été témoins des explosions les plus puissantes de la nature et pensant à ce que tout cela signifie, c'est ce qu'un sursaut gamma fait à l'espace qui l'entoure. Il remodèle la matière, réécrit la chimie et nous rappelle que le cosmos opère à des échelles de puissance qui éclipsent tout dans l'expérience humaine. Mais il nous rappelle aussi que l'univers, malgré toute sa violence, a permis à quelque chose de fragile et d'extraordinaire d'exister sur une petite planète dans un coin tranquille d'une galaxie. La vie, la conscience,
la capacité de s'émerveiller des sursauts gamma en premier lieu. Et c'est peut-être la chose la plus remarquable de toutes. Pas la violence du sursaut, mais le fait que quelque chose d'aussi délicat qu'un esprit vivant puisse exister dans un univers capable de le produire. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez trouvé cette exploration précieuse, un like ou un abonnement signifierait beaucoup. Cela m'aide à continuer à faire ces plongées profondes dans le cosmos. Et rappelez-vous, l'univers est sauvage. Mais vous êtes là, et cela signifie que quelque chose d'extraordinaire s'est déjà produit. Bonne nuit, et que les faisceaux nous manquent toujours.